Alors, elle se termine à quelle heure la visio? Je sais pas exactement. On verra le temps que ça nous prendra. Parce que j'ai prévu que vous fassiez 2-3 calculs pendant la séance. Alors, je vais partager mon écran complet plutôt que de partager cette diapositive. Donc, je partage mon écran comme ça. Quand j'utiliserai la calculatrice, vous pourrez le voir. Bien. Alors, donc vous prenez le document que je vous ai donné la dernière fois, qui s'intitule C4, cours, interaction fondamentale, champ et force. Il y a une petite vidéo que je vous avais mis qui explique un petit peu les interactions fondamentales. Moi, je vais donner d'autres explications que celles qu'il y avait sur la vidéo. Et notamment, cette notion de champ. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre quand vous avez des questions, soit par le chat, soit en activant votre micro, il n'y a aucun problème. Donc, symboliquement, là, cette petite image là pour vous dire que ce type de force, on posait pas mal de questions pendant longtemps aux scientifiques parce que comment expliquer le fait qu'une force puisse agir à distance comme ça sans contact. C'était un peu difficile à interpréter et à comprendre. Et donc on a introduit cette notion de champ électrique ou champ gravitationnel ou champ magnétique, mais celui-là on n'en parle pas beaucoup, pour expliquer que il règne en un endroit de l'espace des conditions particulières au niveau de la gravitation ou au niveau de l'électricité ou au niveau du magnétisme qui font qu'un objet qui est doté d'une masse par exemple, il va subir une attraction gravitationnelle, ou un objet qui aurait une charge électrique va subir une force électrique, ou un objet qui aurait du magnétisme ou qui serait sujet au magnétisme, il va subir une force aussi. Donc nous on va voir au niveau premier que deux forces et deux champs donc particuliers qui sont les champs électriques et les champs gravitationnels. Alors pourquoi ces deux-là? Parce que ce sont les plus simples et qu'en plus ils sont vraiment comparables. On peut faire un parallèle de l'un à l'autre assez facilement. Donc ce qui est expliqué en introduction, c'est que certaines interactions entre deux objets agissent à distance. Et donc pour essayer d'expliquer cela, que l'objet ne peut pas savoir à l'avance il va être attiré par un peigne électrostatique ou par une planète qui est dotée d'une masse. Il ne le sait pas à l'avance. Donc ça signifie qu'il y a un champ là où il se trouve. Champ électrique ou champ gravitationnel. Donc le grand 1 était porté sur la force gravitationnelle qu'on note F avec une petite flèche qui signifie qu'il s'agit d'un objet d'une donnée vectorielle. Donc je rappelle qu'un vecteur, j'en ai déjà parlé, on l'utilise cet outil-là quand on a affaire à une donnée qui est dirigée et orientée. Donc dès que j'ai affaire à quelque chose qui a une direction, un sens et une valeur, j'utilise un vecteur. C'est le cas d'une force. Une force, elle a une direction, un sens et une intensité. Et du coup, ça va être le cas du champ gravitationnel aussi. Alors, on avait déjà avec un groupe déjà un petit peu parlé de la première partie. Déjà, comment faire le lien entre la force gravitationnelle ici, puisqu'on parle de la force gravitationnelle, et le champ gravitationnel. Alors, il faudra penser que pour ces deux forces-là qu'on va voir, la force qui est un vecteur qui va agir sur l'objet, elle va être égale à quelque chose qui est propre à l'objet. Donc ici, on va mettre une valeur, je mets n'importe quoi, je mets un A par exemple. Ça va être une donnée qui provient de l'objet. Ça, c'est vraiment spécifique à l'objet. Et puis, on va multiplier ça par le vecteur champ. Donc, que ce soit le champ électrique ou le champ gravitationnel, le modèle c'est le même. On a une donnée qui provient de l'objet, qui est multipliée par le champ vectoriel, et c'est ça qui donne la force. Parce que la force, elle ne dépend pas de l'objet qui attire ou qui repousse, elle dépend aussi du deuxième objet qui subit la force. Alors, une question peut-être... Alors, et c'est en grammes, on va voir toutes les unités ensemble. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va voir toutes les unités ensemble. Donc, ce qui dépend de l'objet, ça va pas forcément être en grammes, ça peut être aussi en coulombs, ça dépend des cas. Donc, si on prend le cas de la force de gravitation.
cette force, elle varie en fonction de la masse de l'objet. Si je prends vous comme objet, par exemple, ou un véhicule, on va dire, pour vexer personne, eh ben, il va de soi qu'un vélo, il est attiré plus fortement par la Terre moins fortement, pardon, par la Terre qu'un camion. Un camion va être tiré plus fort vers le bas qu'un vélo. Tout ça parce que la masse de l'objet qui subit la force, plus elle est grande et plus la force que subit cet objet, elle va être grande également. Et donc, pareil, plus le champ de gravitation va être grand, par exemple, si je suis sur Terre, si je suis sur la Lune ou si je suis sur Mars, je vais pas subir exactement la même attraction. C'est pas ma masse à moi qui va changer. Je vais peser toujours la même chose, que j'aille sur la Lune, sur Mars ou sur une autre planète, ça va pas me faire maigrir, ça. Donc je ferai toujours autant de kilogrammes. Par contre, l'astre qui m'attire, que ce soit la Terre, la Lune ou Mars, il va pas m'attirer avec la même intensité. Donc c'est ce petit G là, ce champ de gravitation, il va changer en fonction de l'astre, mais aussi en fonction de la distance à laquelle je me situe de l'astre. Ce qui fait qu'on peut dire que plus la masse de l'objet augmente et plus la force est grande. C'est ce que je disais, un camion est tiré plus fort qu'un vélo parce qu'il est plus lourd. Mais également, plus le champ de gravitation est grand et plus la force est grande aussi. C'est-à-dire que je vais peser plus lourd sur Terre que sur la Lune. Je vais peser aussi plus lourd sur Mars que sur la Lune, par exemple. En gros, sur la Lune, vous avez peut-être vu des images, mais on pèse 6 fois moins lourd que sur Terre. Et ça, c'est pas notre masse qui change, c'est vraiment la force de gravitation. Alors, je regarde s'il y a une question ou pas. La force, c'est comme le poids ou c'est pas pareil? Alors, je vais faire la différence dans un instant, tu vas comprendre. Et c'est une très bonne question, ça. Donc, la force, alors, si j'en déduis une expression vectorielle et non vectorielle de cette force. Alors, vectorielle, ça veut dire que dans mes paramètres, je vais mettre des flèches, et non vectorielle, j'en mets pas. Alors, si on prend les deux remarques qu'on vient de faire, M et G se situent en haut du calcul, puisque quand l'un et l'autre augmentent, ça augmente la valeur de la force. Donc la force est égale à la masse fois le champ de pesanteur. Maintenant, si je dois rajouter des données vectorielles, quelles sont dans ces trois données celles qui sont orientées et qui ont une direction et un sens? Ce sont la force et le champ de pesanteur, qu'on peut appeler aussi intensité de pesanteur. Donc les flèches, dans l'expression vectorielle, les flèches au-dessus des lettres, je les mets sur la force et sur G, le champ de pesanteur. Sur la masse, la masse n'a pas d'orientation. Je peux pas dire que ma masse, elle va vers le nord, vers le sud, vers le haut, vers le bas, ça n'a pas de sens. Moi je pèse 70 kg, je pèse 70 kg, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de direction, ça a juste une valeur. Donc maintenant si je m'intéresse aux unités, puis après je vais parler du poids dans un instant. Les unités, la force elle est en newton. Les masses, elles sont en kilogrammes, la masse est en kilogrammes. Du coup, on peut trouver l'unité de G, puisque comme je dois trouver des newtons et que la masse est en kilogrammes, l'unité que je mets pour G, en la multipliant par des kilogrammes, ça me doit me donner des newtons. Donc G, c'est le champ gravitationnel, ou intensité de pesanteur, on l'appelle comme ça parfois aussi, et il est en newton kilogramme moins 1. Ce qui fait que lorsque je multiplie ces newtons kilogramme moins 1 par des kilogrammes, forcément les kilogrammes s'annulent parce que ça me fait des kilogrammes divisé par des kilogrammes et j'obtiens bien des newtons pour la force. Donc l'unité du champ gravitationnel, elle est le plus souvent donnée en newton kilogramme moins 1. Alors il existe d'autres unités, mais on va en parler ici en première. Vous pourrez ajouter sur votre cours, entre ces deux formules, on pourrait exprimer le vecteur champ gravitationnel. Comment est-ce qu'on le calcule? Simplement en disant que c'est la force, le vecteur force gravitationnelle divisé par la masse de l'objet qui subit cette force. Ça vient tout simplement de cette expression-là que j'ai remaniée. Donc c'est les mêmes unités. Alors, une remarque importante, on va le voir, plus je m'éloigne si je parle de la Terre par exemple, plus je m'éloigne de la Terre, et plus moins je vais être attiré. Et si je suis très très loin de la Terre, je serai tellement loin de la Terre, je vais même plus être attiré par cette Terre-là, elle va plus m'attirer. Donc cette intensité de pesanteur ou champ gravitationnel,
bah, il baisse au fur et à mesure qu'on s'éloigne. En revanche, si je dessine la Terre, comme ça, qui est très mal dessinée, mais je dessine avec ma souris, et que moi je me situe ici, ou alors que je suis, je sais pas, moi je suis chinois à l'autre bout de la planète et que je me situe ici, on peut dire que la distance à laquelle je me situe du centre de la Terre, c'est la même. Et donc, en fait, tout ce qu'on peut considérer dans nos situations un petit peu familières, ce qui se passe dans notre quotidien, un vélo qui avance, je lance une balle à quelqu'un, ou il y a des voitures qui avancent, ou quoi que ce soit, ça se passe toujours à la surface de la Terre, donc toujours à la même distance. Ce qui fait que cette force qu'on subit quand on est à la surface de la Terre, c'est cette force gravitationnelle, ici, qu'on a là, mais on l'appelle aussi le poids. Et G n'a qu'une seule valeur à cette distance-là. Donc à la surface d'un astre, si on parle de la Terre, bah, cette force, on l'appelle aussi le poids. Et on peut la noter parfois et avec un vecteur aussi, si c'est la surface de la Terre uniquement, égale m fois g à la surface de la Terre. Mais attention, parce que ce g-là, il change. Si je vais plus loin et que je m'éloigne de la Terre, alors la force que je subis, elle va être plus faible que le poids, parce que g sera plus faible. Donc la Terre m'attire moins fort. Donc en fait, le poids, c'est une expression simplifiée du champ de la force gravitationnelle pour lequel le G, il est toujours le même. Parce qu'on est toujours à la même distance du centre de la Terre. De la même manière, je peux parler du poids que je fais sur la Lune, quand je suis sur la Lune, je suis toujours à la même distance du centre de la Lune, parce que c'est rond. Pareil sur Mars ou pareil sur une autre planète. Donc à la surface d'un astre, on appelle ça le poids. Alors maintenant, si je dois représenter les lignes de champ, alors je vais effacer toutes mes annotations. Alors les lignes de champ gravitationnelles. Là j'ai la Terre au centre, hein, vous l'avez reconnu, ça c'est la Terre. Et puis des endroits où je pourrais me situer. Alors ça va pas être le poids ici puisque je suis loin de la surface de la Terre. Ce champ de pesanteur, il va toujours passer par le même endroit. Et l'endroit par lequel il va passer, c'est le centre de la Terre. Donc les lignes de champ, ce sont donc les lignes qui sont parallèles au champ de gravitation à chaque fois. Voilà comment elles sont, les lignes de champ. Maintenant, si je représente quelques vecteurs champ gravitationnels, alors les endroits où je suis très loin de la Terre, ce champ va être fort ou faible? Dites-moi. Il est fort ou faible quand je suis loin de la Terre, le champ de gravitation, ou l'intensité de pesanteur? Alors, c'est faible, ouais, on est d'accord. Très bien. C'est faible, ok. Donc si c'est faible, ce point-là étant plus loin de la Terre que les deux autres, le champ de gravitation ici, il va être plus petit, donc je note petit g avec son vecteur. Il va être plus petit ici, alors il est dirigé vers la Terre, pour montrer que les objets sont attirés vers la Terre. Il va être plus petit que les champs de gravitation que je vais avoir à ces endroits-là, qui sont légèrement plus longs. Alors comme ils sont à la même distance ici sur mon dessin, là, les deux points à l'opposé, là, la flèche fait la même longueur. Par contre, c'est pas la même direction, c'est pas le même sens, c'est dirigé vers le centre de la Terre. Si je voulais mettre le champ de pesanteur à la surface de la Terre, je pourrais le rajouter. J'ai décidé de pas forcément le mettre ici. Alors attendez, j'ai mal fait mon truc là. Donc si je me mets ici et que je dessine le champ de pesanteur à la surface de la Terre, ce champ de pesanteur il va être très très long. Alors là j'essaie d'aller droit, mais il va peut-être ressembler à ça. Je suis à la surface de la Terre. Donc et il passe par le centre. Donc c'est cette valeur-là par laquelle il faudrait que je multiplie pour obtenir le poids quand je suis à la surface de la Terre. Et puis il va arriver un moment donné où je suis tellement loin que ce G-là, il est quasiment nul, et donc on dit qu'on est libéré de l'attraction terrestre, qu'on n'a plus de champ gravitationnel provenant de la Terre. Alors, comment est-ce qu'on nomme ce champ qui passe par le centre de la Terre et qui est orienté vers le centre de la Terre? Ça, vous pouvez le rajouter, vous devez le rajouter à côté, je ne l'ai pas mis dans le cours. Ce champ passe, je l'ai mis en rouge, et il est dirigé vers le centre de la Terre. On dit qu'il est radial, comme des radians en mathématiques. Je sais pas si vous avez déjà vu les angles, ça vient de là.
ou des rayons, parfois on dit aussi les rayons d'un vélo, ça vient, c'est la même racine. Donc ça veut dire que ça passe par le centre de l'astre, et centripète, en vert, ça signifie que c'est orienté vers le centre. Donc ça, c'est les caractéristiques du champ de gravitation ou de l'intensité de pesanteur. Ce champ de pesanteur, il est orienté toujours vers le centre de l'astre. Voilà. Donc on dit qu'il est radial et centripète. Je vais passer à la suite. Est-ce qu'il y en a qui... Est-ce que c'est bon? Je peux passer à la suite ou... Enfin, ceux qui n'ont pas fini d'écrire, vous me le dites. Hein. Vous me dites non. Bon, tout le monde a fini d'écrire. Ok. Alors, on passe au petit 2. Donc, après avoir vu ces formules relativement simples, vous avez déjà vu le poids P égale M fois G. En réalité, il faut savoir qu'est-ce qui est contenu dans ce G là, dans cette intensité de pesanteur. Puisqu'on nous dit que Mars, la Terre ou la Lune n'exercent pas la même attraction. Ça veut dire que le champ gravitationnel, il va dépendre de certains paramètres. On l'a dit, ça dépend de la distance, puisqu'ici, plus je suis loin et plus ce G est petit. Mais ça va dépendre aussi des paramètres qui proviennent de l'astre lui-même. Alors c'est ce qu'on va voir en voyant l'expression de l'interaction gravitationnelle, de l'expression générale. Donc l'interaction gravitationnelle entre deux objets massiques. Donc ça, c'est un grand principe de cette interaction-là. C'est que deux objets qui ont une masse, ça peut être même deux personnes, une masse petit m, j'ai noté petit m, et une autre grand m, dont les centres sont espacés d'une distance grande petit d, ils subissent une attraction mutuelle. Ouais, alors il y a une question peut-être. Attraction mutuelle, ok, c'est ce que tu voulais dire. Ouais, je vais vous poser des questions pour que ce soit un peu plus interactif. Alors, effectivement, ils subissent une attraction mutuelle. Aussi surprenant que ça puisse paraître, sur Terre, ça se voit pas trop, parce que vous mettez, je sais pas, une boule de pétanque à côté d'une bille, vous n'allez pas les voir se coller comme ça spontanément. Pourtant, ils s'attirent. En fait, il y a des frottements sur le sol, il y a de l'air, il y a tout un tas d'autres actions qui s'exercent sur ces deux objets qui font que c'est tellement faible qu'on les voit pas se rapprocher. En revanche, si je menais la même expérience dans l'espace, une boule de pétanque à côté de laquelle je dispose une bille, et que j'attends longtemps, eh bien, au bout d'un certain temps, alors je sais pas combien de temps ça prendrait, hein, je pourrais même faire le calcul avec les données de terminal, mais je vais pas m'amuser à le faire ici. Au bout d'un certain temps, ces deux objets-là vont se coller, un peu comme le font des aimants. Mais ça va prendre du temps parce qu'elle est pas très forte, cette attraction. Ce qui la renforce, c'est si un des deux objets est très très massif. Alors, on va voir tout ça. Donc, rappelez l'expression. Donc, c'est normalement une expression que vous avez vue en collège, hein, et peut-être pour certains au lycée aussi en seconde. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un peu ce qu'il y a comme paramètres dedans, essayer d'écrire un petit peu sur le chat, ça pourrait être l'expression. Alors, je vais voir un petit peu s'il y a des réponses ou pas. Monsieur, il y a des gens qui abandonnent car ça bug beaucoup. Ouais. Bon. Ok. D'accord. Merci de m'avoir prévenu. Bon, peut-être l'expression du coup de cette force qui exerce grand M. Donc en imaginant, je sais pas que, alors j'aurais dû les dessiner dans l'autre sens pour correspondre à mon schéma qui est en dessous. Donc là, j'ai la masse grand M. On va imaginer, je sais pas, la boule de pétanque, hein. Et puis ici, la bille petit m. Donc ça va dépendre de tout un tas de choses. Est-ce que vous vous souvenez de l'expression vue au collège ou pas, quoi, ou sinon en seconde. Donc j'attends quelques secondes, savoir si quelqu'un a la réponse. Sinon, je vous la donnerai. Non, personne n'a la réponse. Alors, déjà, on va essayer de le construire ensemble. Plus la masse qui attire, là, parce regarde la force qu'exerce le gros objet sur le petit. Hein. Donc c'est comme ça qu'on exprime des forces. Hein. C'est le gros objet sur le petit, sa force.
Donc là, grand M, bah, plus il va être gros, elle va être lourde, hein, cet objet, bah, plus cette force va être grande. Ce qui signifie que le grand M, je vais le mettre en haut. Maintenant, je l'ai déjà dit tout à l'heure, cette force que subit cet objet-là, elle va dépendre aussi de la masse de l'objet lui-même, du petit objet. Donc cette masse, elle est en haut aussi, puisque plus je suis lourd et plus je vais être attiré par cet astre qui a une grande masse. Maintenant, j'ai vu que plus la distance augmentait, plus j'étais éloigné, et plus cette attraction, cette force d'attraction, elle était petite. Donc nécessairement, la distance, elle est dessous. Plus j'augmente la distance, et plus le résultat sera faible, puisque je divise par un chiffre qui est grand. En réalité, c'est pas la distance tout court, c'est pas inversement proportionnel, mais c'est le carré carrément. Et puis, comme dans beaucoup de lois physiques, il faut rajouter un coefficient de proportionnalité à tout ça. Celui-là, on l'appelle grand G, c'est une constante. Donc, je vais effacer toutes mes annotations, mais la force qu'exerce un objet massique avec une grosse masse grand M sur un objet massique d'une petite masse petit m, ça va être grand G fois petit m fois grand M divisé par d au carré. Alors ce grand G, je l'ai mis devant, mais j'aurais pu le mettre en haut, c'était pareil. Hein. Il est multiplié, donc qu'il soit devant le trait de fraction ou au-dessus du trait de fraction, ça donnera le même résultat. Alors maintenant, comme dans toute interaction, quand on dit interaction, c'est que ça se fait entre les deux. Hein. Je peux aussi considérer que c'est pas que l'objet grand M qui attire l'objet petit m. Je peux aussi considérer que l'objet petit m attire l'objet grand M. Alors ça c'est le cas de toutes les actions entre deux objets. Il y a toujours une interaction. Je vous prends un exemple un peu surprenant, mais un exemple tout bête. Excusez-moi pour les dessins, mais je vais essayer de faire des dessins à peu près compréhensibles. Alors, vous connaissez Teddy Riner. Teddy Riner, c'est un judoka là, qui pèse 160 kg quand il n'est pas entraîné, il en pèse 140 quand il est entraîné. Imaginez que Teddy Riner soit sur des patins à roulettes et que vous, en face de lui, vous soyez également sur des petits patins à roulettes. Vous décidez, on peut choisir dans cette interaction que l'un pousse l'autre. Je peux choisir, par exemple, que Teddy Riner me pousse. Il va de soi que si c'est Teddy Riner qui me pousse, qui c'est qui va bouger? C'est moi qui pèse 60 kg tout mouillé ou c'est Teddy Riner qui pèse 160 kg? Qui est-ce qui va bouger si Teddy Riner pousse? Est-ce que c'est moi ou c'est lui? Alors, ouais, c'est moi. Ou c'est vous. C'est logique, c'est lui qui a poussé, puis je suis plus léger. Maintenant, on peut retourner la situation, et c'est là que c'est surprenant, mais tout le monde doit pouvoir le comprendre. Si c'est moi qui pousse Teddy Riner, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver ou qu'est-ce qui va arriver à Teddy Riner? C'est moi qui le pousse, on est tous les deux à patins à roulettes. Ou sur une patinare. Il va bouger vraiment? Vous pensez? Il va réussir à le bouger? On remplace Teddy Riner par une maison. Je pousse la maison, je suis en roller, et je pousse la maison, qui est encore plus lourde que Teddy Riner. Et qui en plus est accrochée au sol. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va rien se passer? Je suis en roller et je pousse le mur. Bah c'est moi qui vais reculer. Hein. Pourtant c'est moi qui ai exercé la force, on est d'accord. Donc que ce soit lui qui appuie ou moi qui appuie, de toute façon l'effet sera le même. C'est moi qui vais reculer en arrière. Comme ça. Alors je vais faire une flèche en pointillé comme ça. Je vais reculer en arrière. Ce qui signifie qu'en fait, que ce soit lui qui pousse ou que ce soit moi qui pousse, l'action qui s'exerce, elle est mutuelle. C'est-à-dire que quand je le pousse, lui, il subit ma poussée, mais comme il est très lourd, ça va pas le faire bouger. Et moi, en retour, je vais sentir comme si c'est lui qui me poussait, ça me fait reculer. Donc en fait, une action, hein, quand on tape quelqu'un, on se fait mal au poing. Donc en fait, une action, elle est toujours mutuelle, c'est-à-dire que j'agis sur quelque chose, mais la chose en retour m'agit dessus aussi. Donc on parle d'interaction. Ce qui fait que si je dis que cette grande masse attire la petite masse petit m, ben, je peux aussi considérer que
la petite masse petit m attire la grande masse grand M. Même s'il n'y a pas de contact, hein, c'est le même raisonnement. Elle l'attire, sauf que qui c'est qui bouge? Ah, même si elle l'attire, ben c'est la petite masse qui bouge, parce qu'elle est plus légère. Comme moi en roller par rapport à Teddy Riner. C'est toujours le plus petit des deux qui bouge. Donc l'expression de la force ici va être la même, mais je vais juste inverser les deux masses en disant que ici c'est la masse qui subit, la grande masse qui subit l'attraction de la petite masse, mais en réalité quand vous regardez ces deux calculs là, c'est la même force. Donc si je dois mettre maintenant des légendes ici dans ces formulaires, les masses elles sont en kilogrammes. Alors la masse que j'ai mis à droite, on peut considérer dans cet exemple-là que c'est la masse qui exerce l'attraction en kilogrammes. Et puis l'autre, c'est la masse qui subit l'attraction en kilogrammes aussi. Mais comme une multiplication, bah, je peux l'écrire dans les deux sens en mathématiques. Hein. Bah, finalement, ça va donner le même résultat pour ces deux forces. Il y a quand même quelque chose qui va changer, on va s'en rendre compte quand on va arriver au vecteur. Ensuite, la distance entre les deux masses, donc les deux centres de masse, attention, c'est par rapport au centre des masses, elle est en mètres. Donc que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là, elle est en mètres. Et enfin, grand G, grand G, il est donné ici, c'est une constante, qu'on appelle la constante de gravitation universelle. Et quand vous regardez sa valeur, elle est vraiment très faible, 10 puissance moins 11. Donc 6,67 fois 10 puissance moins 11. Donc il faut déjà avoir beaucoup de masse et être très très loin pour que cette force se fasse ressentir. Alors l'unité, elle est ce qu'elle est, parce que quand je multiplie par des kilogrammes au carré en haut et que je divise par des mètres au carré en bas, il faut que ça me fasse des newtons. Maintenant, si je décide de représenter ces deux forces que j'ai exprimées là-haut, mais que je les représente sous forme de vecteur ici en bas. Alors, la force que subit petit m, elle est dirigée vers grand M. C'est M qui attire petit m. Donc je vais noter que c'est la force qui exerce grand M sur petit m avec un vecteur grand M sur petit m. Donc je mets un vecteur sur le F et je dis que c'est grand M qui attire, qui exerce une attraction sur petit m. Maintenant de la même manière et en retour, comme on a dit que c'était une interaction, cette petite masse, ça peut être la Lune par exemple, la Terre, elle attire également la Terre à elle. Avec une force, si vous regardez cette flèche là, qui fait la même longueur que celle-là, puisque l'expression donne le même résultat numériquement. Par contre, on voit que le sens elle est complètement contraire. Et donc cette force, on dit que c'est la force qui exerce petit m sur grand M. Alors si je reprends l'exemple de la Terre et de la Lune, on sait bien que si la Lune tourne autour de la Terre, c'est parce que la Terre attire la Lune. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme preuve sur Terre que la Lune attire la Terre? Est-ce que vous connaissez des preuves de cette attirance, cette attraction que la Lune exerce sur la Terre? Est-ce que vous en connaissez des preuves? Ouais, les marées, tout à fait. Les marées, l'influence que ça peut avoir sur la croissance des plantes, etc., qui n'a pas toujours été bien vérifié, mais c'est le phénomène du fait que la Lune attire elle-même les objets à elle. D'ailleurs, si vous avez vu des images des astronautes qui marchent sur la Lune, on voit qu'ils ont les pieds sur Terre, hein, ce qui prouve bien que la Lune attire les objets à elle. Donc il n'y a pas de raison qu'il attire pas la Terre à elle aussi. Et cette force, c'est la même. Donc si on extrapole, on peut dire que vous êtes attiré par la Terre actuellement, c'est pour ça que vous allez soit le dos au fond de votre lit, soit les fesses au fond de votre chaise, je sais pas, ça dépend. Vous êtes attiré par la Terre en ce moment. Mais on peut considérer que vous êtes un peu comme la Lune, donc vous attirez aussi la Terre. Sauf que dans l'histoire, celui qui bouge, c'est vous. Vous êtes plus léger. Donc celui qui va se coller à la Terre et qui va vraiment bouger, bah c'est vous, c'est pas la Terre. Vous êtes assez lourd par rapport à la Terre pour que la Terre se mette en mouvement et se colle à vous. Donc ça peut paraître surprenant, c'est pourtant une réalité. Vous attirez la Terre aussi fort qu'elle vous attire à vous. Mais c'est vous qui bougez. Bon, maintenant, si on veut en tirer une expression de cette intensité de pesanteur, G, et pas le grand G qui est la constante de gravitation. Alors avant ça, il y avait une question, quelle est la seule différence entre ces deux forces? Qu'est-ce que vous voyez comme différence entre ces deux vecteurs forces? Il y a une seule et unique différence entre ces deux vecteurs. C'est quoi? C'est
Le sens, ouais. C'est le sens qui diffère. Donc, seul le sens de la force est différent. Maintenant, si je prends les deux expressions, la petite 2 qui était au-dessus, qu'on vient de déterminer, la petite 1 qui était la toute première, les deux expressions non vectorielles, et que je les analyse, je retrouve un point commun ici. On parle de la même chose ici, hein. Sauf que ça, c'est le champ de pesanteur ou le champ de gravitation, et ça, c'est l'interaction gravitationnelle. Mais on parle d'une force d'attraction dans les deux cas. Alors, si j'analyse les choses, petit m, c'est la masse de l'objet qui subit la force, et quand je regarde, tout ce que j'ai là, ici, c'est ce que je peux mettre ici devant ce m là. Alors le grand G, je vous ai dit, hein, il est devant ici, mais je peux le passer au-dessus. Cette expression, j'aurais pu l'écrire grand G fois petit m fois grand M sur d au carré. Hein, que je mette le grand G devant le trait de fraction ou au-dessus, c'est pareil. De la même manière, je peux décider de faire passer le petit m ici et le grand G ici, puisque dans une multiplication, hein, on peut interchanger les choses. Ce qui signifie que quand j'analyse ce que j'ai entouré en rouge là et là, bah, c'est la même chose. Donc petit g est égal à grand G fois grand M sur d au carré. Donc voilà l'expression du champ gravitationnel qui dépend de plusieurs choses. Grand G qui est la constante de gravitation universelle, c'est une constante, elle vaut toujours cette valeur, tout dans l'univers. Grand M, c'est la masse de l'astre qui attire dans cette situation. Et d au carré, c'est la distance qui sépare les deux en interaction au carré. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on va passer à des petits calculs là. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. Donc, ce qu'on va faire, je vérifie qu'il n'y ait personne en salle d'attente, c'est que je vais vous laisser chercher maintenant quelques applications. Il y en a 4 au total. La première, vous allez devoir prendre votre calculatrice, hein, parce qu'évidemment, tout ça, on ne peut pas le faire de tête. Je vous demande de calculer le champ de gravitation terrestre à la surface de la Terre. Vous savez, on a dit qu'à la surface de la Terre, on avait affaire au poids. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, le poids, c'est P égale M fois G. Et dans cette formule, on utilisait le poids. G, est-ce que vous vous souvenez de la valeur de G, à peu près? Est-ce que vous avez vu ça par le passé? En valeur, hein, sans unité. Est-ce que vous vous souvenez de la valeur de l'intensité de pesanteur sur Terre? Ah, cette valeur-là en tête? Non. Alors tu m'as mis que des lettres, hein, Thomas, là, mais je pense que sur un ordinateur portable, il faut activer la majuscule. C'est 9,81, ouais. Effectivement, ouais. 9,81, c'est l'intensité de pesanteur terrestre à la surface du sol. On sait qu'on doit trouver 9,81. Bon, on va le retrouver, vous allez voir. Ben, on me demande de calculer ce petit g avec l'expression déterminée précédemment dans le cours et avec ses paramètres. Donc, à vous de chercher un petit peu. Je vous laisse quelques minutes pour essayer de calculer ce petit g et de retrouver 9,81. Donc, grand G, il est noté là-haut. Donc, vous allez le mettre dans l'expression. Ici, grand M, c'est la masse de la Terre. Donc, on l'a ici, en kilogrammes. Et petit d, la distance, c'est le rayon de la Terre. On est d'accord que quand on est à la surface de la Terre, si moi je suis ici posé à la surface de la Terre, la distance qui me sépare du centre de la Terre, c'est le rayon de la Terre ici. Hein. Donc ma distance d, c'est la même chose que le rayon de la Terre. Donc on peut dire que dans cette situation, la masse grand M de l'expression, c'est la masse de la Terre, et petit d, la distance à laquelle je me situe de la Terre, c'est le rayon de la Terre. Donc je vous laisse essayer de faire les calculs. Je vais voir la remarque qu'il y avait. Choumous, ça fait... Dans mon chat, il a marché sur le clavier. Hein? Ah, c'est son chat, d'accord. Ton chat, je croyais que mon chat, je comprenais pas. D'accord, c'est ton chat qui participe au cours, c'est très bien ça. Bon, donc vous remplacez par les valeurs, hein. Voilà le calcul à faire. Je vous laisse essayer de le faire avec la calculatrice.
la même manière, on va calculer le champ de gravitation lunaire, c'est-à-dire celui que subissent les rares personnes qui ont été sur la Terre, sur la Lune, et qui ont marché sur la Lune. Bon bah l'expression va être similaire, sauf qu'on va changer des données. Le rayon de la Terre, bah, ça va pas être le rayon de la Terre, je suis sur la Lune, ça va être le rayon de la Lune, et la masse, ça va pas être la masse de la Terre, ça va être la masse de la Lune. Donc je vais faire le même genre de calcul, mais en changeant quelques valeurs. Et je vous rappelle, à cette occasion, que pour passer de ce calcul là-haut à celui qui est ici, une fois que vous avez pu valider que ça faisait 9,81, c'est que vous avez fait le bon calcul. Une fois que vous avez validé ça, alors vous pouvez utiliser la touche seconde précédent ou seconde entrée de votre calculatrice pour réafficher le calcul et changer juste quelques valeurs pour faire le calcul suivant. Et vous gagnez beaucoup de temps. Donc je vous laisse chercher, pas trop longtemps non plus. Il est 45, allez, 3-4 minutes pour réussir à faire ces deux calculs. Je le fais ensuite avec vous et puis après on passe à la suite. Si vous avez des difficultés, des résultats qui sont pas les bons, etc., vous me le dites dans le chat. Et suivant la valeur que vous obtenez, moi je vais pouvoir trouver l'erreur que vous avez faite. Il faut bien penser à mettre une parenthèse quand on fait le signe divisé et tout est au carré, ce qui est ici. Une autre source d'erreur, c'est le petit moins de 10 puissance. Il faut bien utiliser le petit moins du clavier numérique et pas l'opérateur soustraction qui est à droite, parce que des fois ça fait des erreurs. Alors, moi je fais le premier, donc je vais le noter sur un bout de papier, 6,67, c'est ça. 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par 5,97 fois 10 puissance 24, le tout divisé par 6371. Alors, j'ai fait une conversion, vous avez peut-être pas vu, je vous ai donné une partie de la solution, mais c'était des kilomètres ici. Donc ici, j'ai converti en mètres, en remplaçant kilos par 10 puissance 3. Donc j'ai mis 6371 fois 10 puissance 3, et j'élève le tout au carré. Donc, je vais utiliser moi un simulateur que j'ai en ligne, pour vous montrer au moins avec une calculatrice classique, à peu près classique. Peut-être que certains d'entre vous l'ont, cette calculatrice. Et donc, on y va, 6,67 fois 10 puissance moins 11, donc 6,67 fois 10 puissance moins 11, le tout fois 5,97 fois 10 puissance 24, et le tout que je divise par, j'ouvre la parenthèse, 6371 fois 10 puissance 3, et je ferme la parenthèse, le tout au carré. Alors le carré ici, il est là par exemple, ou alors je peux mettre ça et puis mettre 2. Ok. Le résultat, voilà, 9,81, c'est bien ce à quoi on s'attendait. Tant mieux. C'est l'intensité de pesanteur terrestre que vous aviez utilisé quand vous calculiez le poids, soit en secondes, soit au collège. 9,81. Alors son unité, c'est des newtons par kilogramme, donc newton kilogramme moins 1. Et je vais y arriver à l'écrire ça. Kilogramme moins 1. Excusez-moi pour l'écriture, mais voilà. Maintenant, quand on veut calculer celui de la Lune, est-ce que vous avez trouvé une valeur pour la Lune? Qu'est-ce qui pourrait me donner un résultat qu'il a obtenu sur la Lune? Il faut faire le même type de calcul. Ouais, bravo, 1,6, ouais. Ou 1,62 avec 3 chiffres significatifs. Donc, ce qu'on change quand on reprend les valeurs, c'est 7,36 fois 10 puissance 22 en haut. Et puis en bas, la distance est 1737 fois 10 puissance 3. Donc, je vous montre juste. Vous avez votre calculatrice, et vous allez reprendre le calcul. Alors avec celle-là, il suffit de remonter dans le calcul qui est ici, de faire exécute. Avec la vôtre, vous faites seconde qui est ici, et entrée, et ça vous réaffiche le calcul. Puis vous baladez après dans la ligne de calcul.
Donc ça va très vite quand on fait ça, puisque ici je dois mettre 22 à la place de 24. Ici je dois mettre 7,36 à la place de 5,97. Et puis tout en bas, je vais changer la distance et montrer que c'est 1737. Et quand je fais ça, ben, je trouve 1,63. 1,63 avec 3 chiffres significatifs. Alors l'unité est la même. Autrement dit, si on fait le rapport entre ces deux-là, entre 1,6 et 9,8, il y a à peu près un rapport de 6, ce qui signifie que quand on est sur la Lune, on se sent 6 fois moins lourd que quand on est sur Terre. Ce qui explique que les astronautes qui étaient embarqués sur la Lune, ils avaient un équipement qui faisait peut-être presque 200 kg sur le dos. C'était pas un problème parce que 200 kg divisé par 6, c'est comme si avec leur masse musculaire, ils avaient à porter 6 fois moins lourd, donc ça allait, hein. C'était pas non plus insupportable, quoi. Ça faisait alors c'était peut-être 100 kg, c'était 80 kg ou 100 kg, je crois. Bon, une petite remarque, si on regarde ici, la masse de la Lune, elle est en ordre de grandeur, elle est 100 fois plus faible que la masse de la Terre. Il y a au niveau de la puissance de 10, il y a 10 puissance 2 d'écart. Donc la Lune, elle est quand même lourde, hein. Elle fait 100 fois, elle est 100 fois plus légère que la Terre, mais c'est quand même un gros objet, hein. Ce qui explique qu'elle a une influence quand même sur Terre, on explique les marées, etc. Alors, deux autres applications, maintenant on va calculer des forces et pas des champs de gravitation. Donc calculer la force de gravitation qui existe, ou l'interaction gravitationnelle, hein, qui existe entre deux camions qui font 3,5 tonnes et qui seraient distants de 1 mètre l'un de l'autre. Donc on les met côte à côte, comme ça, en imaginant que ça puisse être possible de les mettre à 1 mètre l'un de l'autre. Et on veut calculer avec quelle force ils s'attirent l'un et l'autre. Donc il faut reprendre l'expression de la force gravitationnelle qu'on avait, qui était grand F est égal à grand G fois la masse de l'un fois la masse de l'autre. Alors là, je vais avoir la masse du premier camion fois la masse du deuxième camion et divisé par la distance qui les sépare au carré. Donc ça, c'est l'expression générale. À vous de remplacer par les bonnes valeurs. Je rappelle qu'une tonne, ça fait combien de kilos? Faut savoir ça, hein. C'est pas toujours rappelé ça. C'est dans le langage familier, on utilise souvent cette unité-là. Une tonne, c'est combien de kilos? Alors, qui peut répondre à ça? Ouais, c'est 1000. Donc, dedans, hein, vous remplacez 3,5 tonnes par 3600 kg. Donc, dans cette situation, il faut calculer cette expression-là avec 3500 fois 3500 divisé par la distance au carré. Dès qu'il y en a un qui a le résultat, bah, vous le mettez sur le chat. Et puis, pour faire des puissances, hein, vous faites 10 chapeaux et puis vous mettez la puissance. Donc j'attends que quelqu'un me propose le résultat. Et puis si vous l'avez, après vous pouvez passer à l'application 4 où on cherche cette fois une force entre la Lune et la Terre. Vous remarquez que j'ai pas parlé du camion 1 qui attire le camion 2 ou du camion 2 qui attire le camion 1, puisque c'est la même valeur, hein. Donc je distingue les deux. Alors, j'entends une réponse. C'est bonjour de Naoura, ça va être que maintenant. Hein. Alors, 8,17 fois 10 puissance moins 4. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont trouvé cette valeur-là? Ouais. Ok, parfait. Donc, si ça fait 8,17, c'est ça, fois 10 puissance moins 4, c'est-à-dire que ça fait 0,000817. Alors, je l'ai écrit en décimale, c'est mieux de l'écrire comme vous, en notation scientifique, mais je l'écris en décimale, c'est pour pouvoir répondre à la deuxième partie de la question, là, et se rendre compte un peu. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette force? Là, c'est des newtons l'unité. N'oubliez jamais de mettre l'unité, hein, c'est des newtons.
Qu'est-ce qu'on peut dire de cette force cette force d'attraction qui existe entre les deux camions qui sont pourtant lourds, hein? Est-ce qu'ils vont se coller avec cette force? Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est grande? Alors, pardon, donc, elle est toute petite, ouais. Donc, si elle est toute petite, ça signifie que bah, les camions, ils vont à peine la ressentir, hein. Cette action-là, elle est bien plus faible que ce qu'on peut ressentir avec un léger courant d'air. Vous soufflez sur le camion, l'action que vous exercez en soufflant sur le camion, elle est plus forte que ça. Donc, bien entendu, ça va pas les faire bouger. Ça va pas les faire bouger. Donc, cette interaction, cette force de gravitation, on la ressent pas avec nos objets du quotidien. Elle est trop faible. Par contre, on la ressent entre la Terre et nous. Mais on peut pas se dire deux bâtiments vont se coller, ils vont s'attirer l'un et l'autre, deux grandes tours, elles vont s'écraser l'une contre l'autre parce qu'elles s'attirent. C'est tellement faible que ça n'a pas d'influence. Le seul exemple que je connais et que j'ai pas expérimenté, mais des témoignages de gens, c'est lorsqu'on est près du massif himalayen. Donc le massif himalayen, c'est comme un énorme objet comme ça c'est l'Himalaya. C'est une énorme chaîne de montagnes qui fait 8000 mètres de haut. Et donc en Inde, les maçons qui utilisent des fils à plomb, un fil à plomb c'est un fil avec au bout duquel on a un plomb comme ça qui pend pour repérer la verticale. Bah, ils constatent, alors faut vraiment avoir des appareils de précision pour ça, ils constatent qu'il est légèrement dévié côté montagne. Légèrement, mais très légèrement. Du coup, la verticale est pas tout à fait dirigée vers le centre de la Terre avec ce genre de fil à plomb. Et c'est le seul exemple d'illustration de l'attraction gravitationnelle qui aurait une influence qu'on peut déceler sur Terre et qui serait autre que celle qu'exerce la Terre sur nous. Donc, bah, pour les objets du quotidien, ça se voit pas. Maintenant, la force de gravitation entre la Terre et la Lune, vous reprenez l'expression précédente, mais ce qui va changer, bah, c'est la masse de la Terre, la masse de la Lune, et puis bah, la distance qui les sépare, elle est notée ici, qu'on doit mettre en mètres. Donc attention, le kilo, il faut le convertir. Si vous avez un résultat, vous me le donnez, vous l'avez déjà. Hein. Alors moi, je vais prendre la calculatrice. Donc, on doit mettre 6,67 10 moins 11. On a 5,97 10 puissance 24 et 384 400 en dessous. Donc l'expression, c'est celle-là. Bon, moi, je vais reprendre mon calcul précédent, puis je vais modifier 2-3 petites choses. Donc, parce que c'est... Ah, bah non, il est là. Voilà, mon calcul précédent, ça c'était pour G. Mais comme c'est la même structure, il faut que je rajoute ici en haut une masse, celle de la Terre, donc fois 5,97 fois 10 puissance 24. Et la distance qui les sépare, que je mets en dessous, c'est 384 400. 384 400. Voilà. Vous pouvez vérifier que cette force, elle est énorme. 1,98 fois 10 puissance 20 newton. Voilà le résultat de l'attraction qui existe entre la Terre et la Lune. Que ce soit la Terre qui attire la Lune ou la Lune qui attire la Terre, c'est le même résultat, donc 1,98 fois 10 puissance 20 newton. Donc il faut mettre 20 zéros derrière. C'est colossal. Voilà. Donc là, on a affaire à une force qui est importante et qui explique que la Lune subisse, elle se mette en mouvement, même si elle est très très lourde, sous l'effet de cette action-là, ça la fait bouger. La Terre est trop lourde pour que cette action suffise
la faire bouger par rapport à la Lune. C'est plutôt la Lune qui bouge. En réalité, la Terre, elle bouge quand même un petit peu sous l'effet de la Lune. Elle fait une légère vibration sur place. Est-ce que ça va pour ces 4 applications? On va passer maintenant au champ électrique. Ouais. Donc on passe, je regarde juste la réponse, parce qu'il faut que je navigue. Voilà, ok. On passe au champ électrique. Alors, la force électrostatique, le champ électrique, en première, il est décidé d'en parler de façon en détail parce que c'est quelque chose d'assez comparable au champ de gravitation. D'ailleurs, on parle pas de masse, mais on parle de charge, et souvent dans le langage familier, des fois on confond un peu les deux. Quand on parle de charge, on évoque la masse. Ça n'a rien à voir, mais en fait, il y a quand même une analogie possible entre ces deux interactions. Donc on a la force électrique ou électrostatique et le champ électrique, ici, avec son vecteur. Donc on représente un champ électrique, un objet chargé subit une force. Plus cet objet qui subit la force, il va être chargé, plus la force qu'il va subir, elle va être forte, elle va être grande. C'est comme pour la masse tout à l'heure sous l'effet du champ gravitationnel. Donc, plus la charge de l'objet est grande, et plus la force qu'il subit est grande. Et c'est évident qu'un objet qui a, je sais pas moi, si on parle en coulomb, hein, un objet qui a 10 puissance moins 10 coulomb et qui est dans un champ électrique, il va être moins attiré qu'un objet qui en a 10 puissance moins 5 coulomb. Plus il y a de charge, plus on est attiré. Ou repoussé d'ailleurs, hein, plus la force est grande. Et maintenant, évidemment, plus le champ électrique il est fort, et plus cette action elle est forte aussi. Donc, si je parle de l'expression non vectorielle, c'est tout à fait comparable à ce que j'avais tout à l'heure. La force électrique, c'est la charge électrique de l'objet fois le champ électrique. Donc c'est ce que je vous disais au tout début en introduction. Hein, pour ces champs-là, on a quelque chose qui provient de l'objet qui subit la force fois le champ. Maintenant, ce qui est vectoriel, c'est la force et le champ électrique. Donc c'est sur ces paramètres-là qu'on met une flèche. La charge, elle n'est pas vectorielle. Elle a un signe, mais elle n'a pas une direction. Donc on ne peut pas mettre un vecteur dessus. Ça peut être négatif, ça peut être positif, c'est en coulomb cette charge-là, mais elle est pas orientée. Donc, les unités dans ces expressions, la force c'est toujours en newton, puisque une force c'est une force, hein, c'est la même unité tout le temps. Les charges électriques, elles sont en coulomb, alors qu'on donne grand C en abrégé. Donc ça c'est la charge électrique de l'objet qui subit la force. Et grand E, c'est le champ électrique. Donc si je veux obtenir des newtons à la fin, il faut que je mette des newtons coulomb moins 1. Comme pour tout à l'heure. Donc je peux aussi exprimer le champ électrique connaissant la force, et le champ électrique connaissant la force, il est égal à vecteur force divisé par la charge de l'objet qui subit la force. Donc vous voyez qu'on fait exactement le même raisonnement que tout à l'heure avec le champ de gravitation. Il va y avoir juste une petite différence qui se situe au niveau du signe de la charge. Maintenant, quand on passe à la suite, peut-on dire du sens de cette force par rapport à E quand la charge de l'objet est négative? Donc si la charge de l'objet petit q est négative, si j'ai un moins, alors la force qu'il va subir, comme ça va me faire un moins devant le vecteur, moins un vecteur, ça me donne un vecteur dans l'autre sens. Donc cette force-là, elle va être en sens inverse. Donc quand la force est dans le sens du champ quand la charge est positive, mais elle est en sens inverse quand la charge est négative. Alors, on l'avait vu déjà, quand la charge est positive, le champ électrique s'éloigne de cette charge qui crée le champ électrique. Donc, il est toujours radial, mais il n'est pas centripète. Cette fois-ci, il est dirigé vers l'extérieur. Alors, j'ai pas le nom particulier pour dire que c'est dirigé vers l'extérieur. Donc, quand la charge est positive, le champ électrique, il n'est pas comparable au champ de gravitation ici, mais il se dirige vers l'extérieur de la charge. En revanche, quand la charge est négative, le champ électrique, il est toujours radial, donc il passe par le centre de la charge, mais il est dirigé vers le centre. Il rappelle que, alors, je l'ai peut-être fait un peu grand, celui-là. Hein. Ouais, si. Si je regarde, c'est celui-là qui est le plus près de ma charge, donc c'est le champ électrique qui va être le plus intense. Et plus je suis loin, ces deux-là sont à peu près à la même distance, plus je suis loin et plus le champ électrique est faible. C'est normal, hein, plus je m'éloigne de la source de champ électrique, et moins je subis l'action, donc moins le champ électrique est fort. Ça va pour ça? Alors, maintenant, si on veut déterminer l'expression du champ
électrique, parce que c'est ça qu'on veut obtenir à la fin, et pas simplement sous cette forme-là. On a besoin de connaître l'interaction, la loi de l'interaction électrostatique. Précédemment, on avait parlé de la force gravitationnelle ou l'interaction gravitationnelle qui dépendait de la masse de l'un fois la masse de l'autre, divisé par la distance au carré, multiplié par une constante. Là, ça va être tout à fait comparable. Ici, la force d'interaction électrostatique entre deux objets chargés électriquement, hein, donc c'est pas deux objets qui ont une masse, mais c'est deux objets qui ont une charge. Il y en a un que je vais noter petit q et l'autre que je vais noter grand Q. Les centres sont espacés d'une distance d et ils subissent une action mutuelle. Alors, ça veut dire que l'un va agir sur l'autre et l'autre va agir sur l'un en retour. À l'aide de la première expression, déduire la deuxième et préciser les unités dans les formules. Donc, je commence la première expression. La force qu'exerce la grande charge Q sur la petite Q, ça dépend des charges de l'un et de l'autre. Hein. Plus celui qui exerce son action a une charge importante, cette force sera grande, et plus celui qui subit l'action a une charge importante, plus la force sera grande aussi. Donc le petit Q et le grand Q sont en haut. Par contre, plus je m'éloigne, cette force, cette action, elle baisse. C'est divisé par d au carré pour l'interaction gravitationnelle. Donc très rapidement, elle s'annule cette force. Et puis j'ai un coefficient ici, qui est une constante, qu'on appelle la constante électrique de la loi de Coulomb. Donc cette loi-là, elle s'appelle aussi la loi de Coulomb. F égale une constante fois la charge de l'un fois la charge de l'autre divisé par la distance qui les sépare au carré. Donc, comme pour tout à l'heure, si on disait, je vous ai cité l'exemple de Teddy Riner qui pousse quelqu'un en roller, lui il est en roller aussi, ou que la personne pousse Teddy Riner, en fait c'est la même chose, c'est toujours le plus petit des deux qui bouge. Donc là, si grand Q exerce une action sur petit q, on peut dire que petit q exerce une action sur grand Q, et son expression va être la même, j'ai juste inversé les deux charges ici, mais ça change rien dans le calcul, parce que je multiplie petit q par grand Q ou grand Q par petit q, c'est la même chose. Ici, les charges sont en coulomb, hein, les deux charges qui sont proposées sont en coulomb. Celle qui est à droite, j'imagine que c'est celle qui exerce l'attraction dans ce que je suis en train de rédiger. Et puis celle qui est à gauche, c'est celle qui subit l'attraction. Mais en fin de compte, c'est les deux mêmes actions, mais qui ont un sens inverse. D, c'est la distance qui les sépare en mètres. Et puis, K, c'est la constante électrique de Coulomb. Elle vaut 9,0 fois 10 puissance moins 9. Donc cette constante, elle est moins faible que la constante de gravitation universelle qui était en 10 puissance moins 11. Ça veut dire que pour certaines conditions, l'interaction électrostatique va être plus forte que l'interaction gravitationnelle. Je prends l'exemple de vos cheveux quand vous vous peignez le matin. Si vous mettez le peigne au-dessus des cheveux, ces cheveux peuvent se coller au peigne en montant, c'est-à-dire contrecarrer l'effet de la gravitation. Donc dans ce cas-là, la force électrostatique est plus forte que la force de gravitation. Mais dans ce cas-là, ça ne sera pas toujours le cas. Alors si maintenant on veut représenter les vecteurs force, je peux présenter, contrairement à l'action des masses sur une autre masse, ici, une charge sur une autre charge, je peux présenter deux situations différentes. En fait, ça va dépendre des signes des uns et des autres. Vous le savez, les charges de signes opposés s'attirent et les charges de signes contraires se repoussent. Du coup, les dessins vont pas être les mêmes en fonction de si c'est les mêmes signes ou des signes contraires. Donc si les signes sont contraires, ça se repousse, ça s'attire, pardon. Et donc je vais ici avoir la force qui exerce grand Q sur petit q, donc ça l'attire vers lui. Ou alors de l'autre côté, la force qui exerce petit q sur grand Q, ça l'attire de l'autre côté. Mais comme pour toujours, dans l'histoire, c'est toujours le plus petit des deux qui a tendance à bouger. Et donc ça sera plutôt la petite charge qui va se déplacer vers la grosse. Maintenant, si c'est le même signe, vous l'avez compris, les forces, elles sont dirigées vers l'extérieur parce qu'ils se repoussent. Donc la grande charge repousse la petite charge comme ça, et la petite charge repousse la grande charge comme ça. Celui qui va le plus reculer, c'est le plus petit des deux. Hein. Lui, il va pas beaucoup reculer parce qu'il est nettement plus lourd. C'est toujours la même situation, le même raisonnement.
question peut-être, j'ai entendu biper. Alors, pourquoi la charge qui subit l'attraction change d'unité selon qui exerce la charge? Alors, elle change pas d'unité, hein, c'est toujours des coulombs, hein, la charge. La charge ici, ah non, c'est moi qui ai fait, ouais, c'est en coulomb ici, c'est en coulomb. C'est une erreur de ma part, merci Thomas. Les charges, c'est toujours en coulomb, hein, les charges électriques. Elles sont toutes en coulomb partout ici. Et j'ai dû faire un copier-coller de la formule précédente et j'ai pas modifié l'unité. Ok. Donc, pour en finir, on va chercher à déterminer l'expression de ce champ électrique en mettant côte à côte l'expression 2, là, que j'ai ici, et la toute première, l'expression 1, que j'avais au-dessus. Quand je les mets côte à côte, ces deux expressions, donc ça c'est l'expression 2, et ça c'est l'expression 1. Elles signifient, elles veulent dire, elles parlent de la même force ici. C'est la force que subit la petite charge Q en présence d'un champ électrique E. Mais ce champ électrique E, il est créé par la grande charge grand Q. Donc cette force qu'exerce grand Q sur petit Q, c'est la même que celle-là. Ce qui fait que quand je compare ces deux expressions, bah, si j'entoure ce qui est devant la charge de celui qui subit, bah, ça correspond au champ électrique. Donc le champ électrique est égal à grand Q, enfin, la constante K fois grand Q, celui qui produit le champ électrique, divisé par D au carré. Je pourrais exactement, de la même manière, exprimer le champ électrique créé par la charge petit q. Hein. Et dans ce cas-là, il serait moins fort, ce champ électrique. Hein. Ça serait K fois petit q sur D au carré. C'est un champ électrique qui est moins fort. Mais là, je parle que du champ électrique créé par la grosse charge. Dans cette expression, j'ai toujours des coulombs ici, je ne le remets pas, des mètres en bas, et puis ici la constante K qui étant Newton, Coulomb moins 2, mètre au carré. Alors, juste très rapidement, puis après on va corriger deux exercices. Le champ électrique E créé entre deux plaques chargées. Quand j'ai deux plaques, c'est ce qu'on avait vu en TP, qui sont chargées l'une positivement, l'autre négativement. Quand j'ai une charge plus et une charge moins de l'un côté, on peut dire que j'ai une différence de potentiel ou ce qu'on appelle aussi une tension électrique qui règne entre les deux plaques. Et ben, quand je me place à un endroit donné, eh bien, je suis distant de la plaque qui a 0 volts, je suis distant d'une distance x, bah, le champ électrique, je peux le calculer en faisant la tension électrique en volts divisé par la distance. Donc ça, faut juste savoir que ça existe cette formule-là. Parfois, on vous donne la valeur de la tension, on vous donne la distance, et bah, faut diviser l'un par l'autre pour trouver le champ électrique. Ce qui signifie que le champ électrique, il part deux unités. Des volts par mètre, c'est une unité qu'on trouve parfois, mais aussi des newtons coulomb moins 1. On avait vu que ça pouvait être cette unité-là, ici. Ces deux unités-là sont valables, on a le droit d'utiliser l'une ou l'autre. On parle d'unités composées quand on les voit comme ça. Alors, faisons l'exercice 13 d'abord, puis l'exercice 14, et ensuite je vous libérerai et je vous dirai ce qu'il y a à faire pour jeudi, parce qu'on refera une vidéo jeudi. Il faut qu'on avance. Et on parlera de vitesse après. Alors, il y a certains élèves que j'aurai avec moi jeudi en présentiel, et d'autres qui seront en distanciel. On fera une séance hybride. Et ceux qui sont chez vous, je vous enverrai peut-être de quoi faire le TP à la maison. Je vais voir si j'arrive à vous envoyer le logiciel. Alors, attraction ou répulsion. Ici, j'ai une charge de plus Q, ici une charge de plus 3Q. On ne nous donne pas forcément la valeur de cette charge Q. Et Q est positif, supérieur à 0. Ils sont d'une distance petit d, qu'on note AB. Alors, les particules chargées vont-elles s'attirer ou se repousser? Alors, elles s'attirent ou elles se repoussent, ces deux charges? Compte tenu de la situation, elles s'attirent ou elles se repoussent? Alors, elles se repoussent, ouais. Elles se repoussent parce qu'elles ont le même signe. Donc, deux charges qui ont le même signe, elles se repoussent. Donc, elles vont se repousser. Ok. Tiens, une question qui n'est pas posée. Qui est-ce qui va plus reculer? Une question piège, ça. Ah, piège. Une question à laquelle il faut débattre. Qui
quelle est celle qui va le plus reculer, d'après vous? Est-ce que c'est la plus Q ou la plus 3Q? La plus 3? Il y a d'autres avis? Je peux faire un petit sondage, hein, mais je ne vais pas prendre le temps de le faire. En fait, on ne peut pas répondre à cette question. Je vous explique pourquoi. Ce qui va déterminer, alors ça vous le verrez en terminale, hein, mais ce qui va déterminer la mise en mouvement d'un objet, ça va dépendre de sa masse. Si un objet est lourd, plus il va être difficile de mettre en mouvement. Et là, je ne connais pas les masses de l'un ou de l'autre. Je connais simplement les charges. Donc je pourrais très bien imaginer que celui qui a la charge plus Q, c'est le plus lourd des deux, donc celui qui bouge le moins. Et l'autre, la charge de plus 3Q, celui qui est le plus léger. Mais je pourrais imaginer l'inverse. Donc là, je peux pas répondre à cette question. De toute façon, c'est toujours le plus léger des deux qui bouge le plus. Et ça, c'est pas lié à la charge des uns et des autres, c'est lié à la masse qu'ils font. On appelle ça l'inertie aussi, mais vous verrez ça plus tard. Plus on est lourd, c'est difficile de mettre en mouvement ou de modifier en mouvement. Alors, rappeler la loi de Coulomb, puis exprimer les vecteurs force en fonction des grandeurs Q, D, D égale AB, et puis on va introduire cette nouvelle notion là, U, AB, j'en ai pas parlé encore. Alors, la loi de Coulomb, on vient de la voir, c'est la force qu'exerce l'un sur l'autre. Alors, j'ai pas mis Q sur grand Q, j'ai mis A sur B. On peut utiliser des lettres pour dire c'est la charge A sur la charge B. Donc, la force qui exerce la charge A sur la charge B, elle est égale à grand G fois Q fois 3Q divisé par la distance qui les sépare au carré. Et la distance, ici, c'est AB. Donc là, je n'ai fait que utiliser la relation du cours qui était, mais sous cette forme-là, f de grand Q sur petit q, qui est égal à... Alors, j'ai fait une erreur, c'est K ici. Qui est égal à K fois Q fois grand Q sur la distance au carré. Donc je récupère cette expression-là et je modifie simplement les paramètres pour mettre ici ceux qui m'intéressent moi dans ce contexte. Maintenant, on voit qu'ici, j'ai pas mis de vecteur. Or, la force, c'est quelque chose de vectoriel. Vectoriel, ça veut dire qu'elle a une direction et un sens. Le problème, c'est que dans toutes ces données qui sont à droite, ici, j'ai pas de données à laquelle je puisse mettre une flèche là. Parce que les charges, c'est des valeurs, positives ou négatives. Une distance ici, la distance, elle est dessous, donc je peux pas mettre une flèche. Et le K, c'est une constante, donc c'est une valeur. C'est que des valeurs, tout ça. Donc, on trouve une astuce pour donner la direction et le sens. On utilise ce qu'on appelle ici un vecteur unitaire. Alors, je vous explique ce que c'est qu'un vecteur unitaire. Un vecteur unitaire, ça veut dire qu'il a une valeur de 1. Et je donne sa valeur à ce vecteur. C'est-à-dire qu'il va changer la valeur de mon calcul. Par contre, comme c'est un vecteur, il va contenir en lui-même la direction et le sens. Donc en le mettant dans un calcul, je ne change pas la valeur, mais je donne juste la direction et le sens. Ici, par exemple, UAB, il est dirigé de A vers B. C'est un petit vecteur U qui va de A vers B. Alors, je l'ai mis comme ça, mais je peux le mettre n'importe où, je peux le mettre ici. Il va en gros de A vers B. Alors vous allez peut-être voir ça en mathématiques, des vecteurs unitaires U, J, dans les repères orthonormés. Bon, c'est un peu tôt pour vous en parler, mais là ici, puisqu'on nous le demande, on va utiliser ce vecteur unitaire. Donc il a une longueur de 1, donc une valeur de 1, mais il donne juste la direction et le sens. Ce qui fait que cette force, ici, elle se repousse. Donc la force qu'exerce la charge, enfin, la force de la loi de Coulomb en fonction des vecteurs, la force qu'exerce A sur B, A va repousser B, donc elle va être comme ça, cette force-là. La force qu'exerce A sur B. Voilà comment elle est, puisque ça se repousse. Du coup, si je regarde sa direction et son sens, en faisant abstraction du fait que j'arrive pas à dessiner droit avec ma souris, c'est la même direction et le même sens que ce vecteur unitaire là que j'ai dessiné, qui va de A vers B. Donc pour utiliser ça, voilà ce qu'on écrit. On écrit que cette force de A sur B
Alors je remodifie c'est K ici. Elle est égale à toute l'expression que j'avais précédemment, fois le vecteur unitaire. Et du coup, je peux mettre un vecteur à gauche, puisque j'ai quelque chose de vectoriel à droite. Et ça me donne la direction et le sens. Bon, ça c'était un petit peu abstrait, mais c'est pour vous montrer que quand on met des flèches à gauche d'une égalité, il faut nécessairement un vecteur aussi à droite de l'égalité. Et donc là, je mets un vecteur unitaire qui va me donner la direction et le sens de la force. Et tout ça, ça va me permettre de calculer la valeur de cette force. Alors ensuite, il fallait reproduire la figure et tracer les vecteurs force. Alors donc, vous pouvez noter à côté, c'est un vecteur unitaire, c'est-à-dire qu'il donne la direction et le sens de A vers B, mais ne change pas la valeur de la force. Donc quand je le mets, ça ne change pas la valeur de la force. Ça me permet juste de donner la direction et le sens. Donc mes deux forces, on voit. Alors je vais effacer celle que j'avais dessinée. Les deux forces, ça se repousse. Les deux forces que je peux mettre, la force qui exerce A sur B, elle va dans ce sens-là, et la force, l'autre, c'est la force qui exerce B sur A. Donc ça repousse. C'est B qui repousse A vers l'extérieur. Maintenant, répondre aux questions précédentes pour Q inférieur à 0. Alors si la charge ici à gauche et à droite est négative, que vont faire ces deux objets A et B? Est-ce qu'ils vont s'attirer ou se repousser si les deux charges Q sont négatives? Alors d'après vous, les deux charges Q sont négatives. Il y en a une, elle vaut Q, l'autre 3Q. Qu'est-ce qui va se passer? Elles s'attirent. Donc il y en a une qui est négative, l'autre qui est négative. Donc c'est-à-dire qu'elles ont le même signe. Est-ce qu'elles s'attirent de charges négatives? Elles vont toujours se repousser puisqu'elles sont négatives l'une et l'autre. Donc un moins repousse un moins, un plus repousse un plus. Donc si je dis que Q est négatif ici, ça veut dire que le Q qui est ici, il est négatif aussi. Donc en fait, ça va rien changer. Pour Q inférieur à 0, la situation sera la même, car deux charges de même signe se repoussent. Donc je vais avoir les mêmes calculs, les mêmes expressions, et ça va rien changer. Elles vont se repousser. Est-ce que je peux passer à l'exercice d'après? Oui? Ok. Alors l'exercice d'après, maintenant, porte sur l'attraction gravitationnelle. Et ça va nous permettre de refaire une analogie avec l'attraction électrostatique. Deux objets, cette fois-ci, qui ont une masse différente, mais pas forcément une charge électrique, sont présentés sur le schéma. Il y a une masse de M et une masse de 3M. Donc, il y en a un qui est 3 fois plus lourd que l'autre. Il y en a un qui s'appelle A, l'objet A, et l'autre l'objet B. Les deux objets exercent une interaction attractive ou répulsive. Bon, tout le monde a compris, c'est quoi qu'il faut mettre là? C'est attractif, répulsif. Allez, dites-moi, ça tire ou ça se repousse? Vous êtes toujours là? Alors, en gros, est-ce que deux objets masse X ont tendance à s'attirer ou à se repousser? C'est ça la question. Donc l'action qui est entre les deux, comme ils ont tous les deux une masse, est-ce qu'ils s'attirent ou est-ce qu'ils se repoussent? C'est ça la question. Je peux citer l'exemple de la Lune et de la Terre. Est-ce qu'elles s'attirent ou est-ce qu'elles se repoussent? Toutes les deux, une masse, il y en a une qui est 100 fois plus. Elles s'attirent. L'attraction, d'ailleurs ça s'appelle comme ça, c'est contenu dans le nom. C'est attraction gravitationnelle. C'est pas répulsion. Alors on l'appelle attraction gravitationnelle ou interaction gravitationnelle, mais attraction ça suffit. Par contre, on va pas parler d'attraction électrostatique parce que en fonction des signes de charge, ça peut être attractif ou répulsif. Donc on parlera simplement d'interaction gravitationnelle quand on parle de charge électrique. Mais là, c'est une attraction. C'est toujours attractif. Plus ou moins fortement, mais toujours attractif. Donc si j'exprime maintenant la force de la gravitation, c'est du cours, c'est la force qui exerce A sur B, c'est grand G, la constante de gravitation, fois la masse de l'un, fois la masse de l'autre qui vaut 3M,
divisé par la distance qui les sépare au carré. Mais ici, je n'ai pas de vecteur. Donc, pour avoir un vecteur, je vais utiliser le vecteur unitaire. Alors, on va bien réfléchir. Le vecteur unitaire, donc qui donne la direction et le sens, il va de A vers B, on le note U de A vers B. Donc, symboliquement, U, ça veut dire qu'il y a une valeur de 1. Et je mets une flèche dessus. Donc, il me donne la direction et le sens, mais il a une valeur de 1, donc il ne va pas changer. Ce qui fait que je vais pouvoir le mettre devant. Mais A sur B, ça part de B. C'est la force qui exerce A sur B. Cette force-là, si je la mets d'une autre couleur, je choisis par exemple, je vais choisir du bleu, elle va être vers la droite ou vers la gauche, la force de A sur B. Parce que c'est attractif. Et c'est B qui l'a subi. Est-ce que c'est vers la gauche ou vers la droite? Alors, vers la droite. Ok, donc ça veut dire que B est poussé comme ça sous l'effet de A. Si je mets vers la droite, ça veut dire que B est repoussé par A. Moi, je veux traduire le fait que B est attiré par la A, donc la force qui exerce A sur B, c'est une force attractive, donc ça va vers la gauche. Donc, ça va être comme ça. La force de A sur B. Et si je représente l'autre force qui existe, c'est la force que subit A sous l'effet de l'attraction de B, donc F de B sur A, c'est la force qui exerce B sur A. Ici, de ce côté-là, bah, celle-là, elle est vers la droite. Donc, si j'utilise l'expression vectorielle et que je veux utiliser le vecteur unitaire, je vois que cette force de A sur B, elle est en sens inverse de vecteur unitaire UAB. Pour en tenir compte, je vais mettre simplement ici un signe moins devant. Donc, le vecteur force de A sur B, il est égal à moins. C'est pour dire que c'est en sens inverse de UA. Alors, c'est pas UA sur B, c'est UAB. Moins l'expression que j'avais précédemment, fois le vecteur unitaire qui va de A vers B. Je mets le moins pour dire que c'est en sens inverse du vecteur unitaire. Par contre, si je dois exprimer, là je le rajoute, c'est pas posé, mais la force de B sur A, la force qui exerce B sur A, j'ai pas besoin du moins. Je mets un grand G, je mets M fois 3M, alors j'écris mal, hein, divisé par AB au carré. Alors le G, je peux le mettre en haut, ça change rien. Et le tout multiplié par U, le vecteur unitaire UAB, sans signe. Parce que là, la force que subit B, la force qui exerce B sur A, celle que subit A, la force qui exerce B sur A, c'est une force qui va dans le même sens que UAB. Donc j'ai pas mis de signe moi ici. Et je mets UAB ici. Donc voilà, c'est ce petit vecteur unitaire à quoi il sert. C'est pour pouvoir avoir une expression vectorielle. Quelles analogies? Alors reproduire la figure et tracer les vecteurs force, je les ai déjà tracés, hein. Donc comme ça et comme ça ici. Donc je vais effacer ce que j'ai écrit parce que sinon on voit plus rien. Donc c'est la force de A sur B et la force de B sur A de l'autre côté. Donc il faut se méfier des signes quand on a affaire au vecteur en respectant les signes par rapport au vecteur unitaire. On met un signe moins si jamais c'est en sens inverse. Bon, maintenant, quelle analogie peut-on relever par rapport à l'expression de la loi de Coulomb de l'exercice 13? Dans l'exercice 13, on avait Q et 3Q. Les expressions, elles étaient assez comparables, mais grand G, on l'avait remplacé par K, et les masses petit m, on les a remplacées par Q. Après, l'analogie, elle s'arrête là, parce que précédemment, on avait une répulsion, alors que là, on a une attraction. Donc les expressions sont semblables, G remplace K et M remplace Q. Mais les forces sont attractives ici, alors que précédemment dans l'exercice 13, elles étaient répulsives. Bon, on va, rassurez-vous, on va faire des exercices là-dessus, hein. On va s'entraîner pour y voir un peu plus clair avec ces vecteurs.
C'est important de comprendre cette notion de vecteur parce qu'on va encore l'utiliser dans le chapitre d'après, puisqu'on va commencer à parler et à reparler de vecteur vitesse. Donc vous avez dû voir ça en seconde sur les mouvements. Donc jeudi, pour ceux qui sont en présentiel, on va faire un TP où on va essayer d'analyser un mouvement. On va essayer de voir si on peut tracer des vecteurs vitesse. Et les autres, vous serez chez vous, vous ferez la même chose depuis chez vous. Je vais essayer de m'arranger pour que vous puissiez faire la même chose depuis chez vous. Il y aura un certain nombre d'exercices sur ce chapitre-là, là, sur les champs et les forces à chercher. On y consacrera sans doute à peu près 1 heure. Et puis après, on fera 1 heure pour commencer le chapitre sur les vitesses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Alors je vais couper la vidéo.